merci pour votre intérêt pour DocDB. C'est vrai que c'est un sujet connexe à la data vise, mais qui m'intéresse. On parle beaucoup de DocDB depuis un an à peu près. Enfin, ça a commencé avant, je vous ferai un petit peu l'historique. Et j'ai voulu collecter un peu quelques... Il faut que j'active juste quelques éléments sur ce qu'on dit dans les réseaux sur DocDB. Ce serait bien que je puisse faire avancer mon diaporama quand même. Voilà, donc là, petit extrait de tweet du directeur de l'IGN, je commence par lui, qui s'intéresse à DocDB en tant que géographe. Quelques collections en anglais, je vous laisse lire, je ne vais pas trop détailler, mais qui témoignent de l'engouement au sein d'une population qui n'a pas trop l'habitude de s'emballer, l'habitude que ce petit outil provoque, y compris chez les géomaticiens, les gens qui s'occupent de choses géospatiales là, et jusqu'à Paul Ramsey. Alors les géomaticiens le connaissent sans doute, c'est l'un des créateurs de PostGIS, qui est quand même pas mal utilisé dans le milieu, et qui a écrit un excellent papier il n'y a pas très longtemps sur le sujet. Donc, qu'est-ce qui fait que ces gens s'émeuvent à ce point? Alors, il n'y a pas que, hein, il y a des personnalités encore plus éminentes. Alain Rouen, qui, alors je me suis permis de reprendre un de ses mails il n'y a pas longtemps, qui faisait état du fait qu'il avait été bluffé, mais Alain Ottenheimer, que vous avez vu présenter à l'association, lui aussi, il y a quelques jours à peine, se révélait bluffé par le canard, je vais l'appeler comme ça, ou le volatile, puisque duck, c'est évidemment en anglais le canard. Et je vais m'appuyer sur un travail récent d'Alain, précisément, on va laisser les dernières entrées, pour commencer à vous introduire ce que DuckDB permet de faire. Alors Alain a fait, c'était vendredi dernier, un très beau boulot sur des données récemment ouvertes par Météo France, en s'appuyant sur des séries longues et sous la forme d'un classeur observable. Donc je vais basculer en espérant que le zoom suive. Sur son travail, alors, est-ce qu'on voit toujours ce que je fais ou pas? Oui, c'est bon. Comme ça, j'en ai pas besoin, j'espère qu'on ne le voit pas. Donc là, on a, alors j'ai un peu simplifié ton classeur, Alain, juste sur la partie chargement des données. C'est mieux comme ça? Merci pour ceux qui suivent. Allez, je le relance. Donc, c'est un classeur observable, c'est qu'on aime bien cette technologie ici, qui met un certain temps à se charger, ça fait partie de mon discours, qui est un CSV, alors je crois qu'il fait 25 mégas, même si bon, il est compressé, donc il prend moins de place. Et puis, c'est un fichier de 570 000 observations, qui sont, je crois, depuis le début du siècle dernier, donc pour chaque station de France, il y a beaucoup de données. Et la deuxième étape, après le chargement, c'est de parser, d'analyser. Là, vous voyez, c'est en JavaScript. Je ne sais pas si mon petit truc marche, là. Ouais. Les dates, et puis d'extraire le mois, le jour, et aussi de rectifier des données numériques, température, précipitations en bas. Donc ça a pris 5-6 secondes. J'ai fait l'exercice de le réécrire en DocDB. Alors le temps s'affichait. Alors je le fais 2 fois pour que les effets de cache sur les fichiers chargés se neutralisent. Vous voyez qu'on est autour d'une seconde. Quand il est gentil, il baisse même à 700 millisecondes, ce qui est quand même 5 fois moins, hein, grosso modo, que ce qu'on a vu avant. Donc la différence en termes de code, c'est quoi? D'une part, j'ai chargé un fichier Parquet à la place du CSV. Donc, je vais beaucoup parler de Parquet par la suite, parce que ça se marie très bien avec DocDB. Et d'autre part, j'ai écrit en SQL, puisque DocDB, ça travaille avec SQL. Je trouve ça plus agréable à lire et ça va beaucoup plus vite. Allez, je reviens à mon diaporama après, mais je referai des allers-retours avec le code. Et on va essayer de le relancer. Donc, pour résumer, vous avez à gauche le JavaScript, à droite, le même traitement en SQL, vous voyez que c'est quand même plus court. C'est, de mon point de vue, plus lisible. Et puis surtout, en termes de bande passante et de temps d'exécution, on gagne d'un facteur de 3, 4, 5. Alors, je vais vous montrer des exemples dans bien d'autres environnements. Alors, je me présente quand même rapidement. Là, c'était une petite intro pour vous mettre dans l'ambiance.
et vous montrer à quel point c'est facile d'utiliser ce DuckDB. Alors, j'ai travaillé à l'INSEE au début de ma carrière. Je suis donc statisticien de métier. Puis après, j'ai écrit un outil qui s'appelle GeoClip, qui est un logiciel de cartographie, que j'ai cédé donc à l'INSEE, et après, j'ai fait beaucoup de SAS, beaucoup de SQL. Et dans la période récente, j'ai eu un petit crush sur R. Donc, c'est pas pour me pousser du col, je dis que je suis formateur certifié, mais c'est pour vous dire que je n'ai rien contre R, ni contre Python, et que dans les comparaisons que je vais prendre, bah, j'essaye de prendre le recul qui s'impose. Donc, j'abordais ces 5 points-là. Je passe parce que je vais les introduire dans le détail. C'est pas la peine que on rentre trop dans les phrases pour le moment. Donc, première séquence où je vais essayer de coder en direct pour vous montrer dans toute une palette d'environnements comment on peut utiliser DuckDB, Python, R, le web, Observable, j'en ai déjà parlé. Et c'est là que je vais m'asseoir un petit peu pour prendre quelques exemples concrets, en espérant que là encore, l'écran suive. Alors, je vais aller dans le navigateur, à nouveau. Est-ce qu'on le voit bien, mon navigateur? Oui, très bien. Donc, une première façon d'utiliser DuckDB, c'est dans un shell. Donc, c'est DuckDB en Wasm, pour celles ou ceux qui sont un peu familiers. C'est une version compilée pour le navigateur de ce petit programme. On va voir agir dans d'autres environnements tout à l'heure. Donc, on peut taper en code directement. Alors, je vais prendre comme exemple un fichier sur DataGouv. Il commence à y en avoir quelques-uns au format parquet. l'INSEE a ouvert la fête, si j'ose dire, et j'en ai mis aussi de mon côté. Alors, tous les jours, je vois que la liste s'allonge. On va regarder le fichier des populations légales. Communales sont les populations des communes. Chaque année, l'INSEE les met à jour. Tout récent, la dernière mise à jour. Donc là, le fichier qu'on va utiliser, il présente des données sur plusieurs années. C'est un fichier qui n'est pas très gros, qui fait 1 méga et quelques. Il est en point parquet, donc je vais juste copier le lien et vous montrer déjà à quel point il est simple. Je suis donc sur le web online, à quel point il est simple de visiter ce fichier parquet. J'affiche les 10 premiers enregistrements. Bon, c'est 1 méga, mais en réalité, je n'ai pas lu tout le fichier. Je reviendrai longuement là-dessus après. Puisqu'on est à Toulouse, on peut s'amuser à regarder ce qui se passe chez nous. Donc on voit la structure, la première colonne, c'est le code commune. Donc Toulouse, je connais le code par cœur, heureusement. C'est 31555. Et on pourrait terminer, alors j'aurais pu trier les années, on voit qu'en 2021, on a dépassé les 500 000 habitants à Toulouse. C'est quand même assez exceptionnel. Et puis, dernière chose qu'on peut faire, alors je vais m'intéresser à l'année 2021, année RP égale 2021, et faire un tri par population décroissante. On va regarder juste les 20 premières villes. J'espère ne pas trop me tromper. Voilà un palmarès. Alors, Paris, Lyon, Marseille sont présentés par arrondissement, c'est pour ça qu'on ne les voit pas. Totalisé là, et Toulouse est la première ville de province après les trois, enfin les deux, Marseille et Lyon. Mais Lyon n'est pas très loin au-dessus. Je pense que Toulouse va dépasser Lyon bientôt. Vous voyez à quel point c'est rapide. Donc, première façon d'utiliser DuckDB dans le navigateur, pour n'importe qui, c'est vraiment immédiat, il n'y a rien à installer par définition. Deuxième façon, c'est via un petit exécutable, donc vous téléchargez. Moi, je suis sous Windows, mais c'est pareil sur les autres environnements. Il fait 25 mégas, donc c'est vraiment pas beaucoup. Vous n'avez aucun droit administrateur à réclamer à qui que ce soit. Vous le lancez. Vous pouvez donc travailler hors ligne, puisque je ne suis plus dans un navigateur. Et je peux poursuivre, je vais garder le même fichier pour le moment, avec, par exemple, ici, un calcul de la somme de la population, pour avoir le total pour la France. Donc on va regarder ce qui se passe. Select, je vais faire sum de commune, where, année RP égale 2021. 67 millions d'habitants, 40 000. On voit aussi la rapidité, je suis vraiment en ligne. Ce ne sont pas des mots Ikea avec une fausse télé. On est en direct. Et on pourrait poursuivre avec un
regroupement par, puisque là j'ai juste sommé toute la population, je pourrais le faire par année du recensement. Et dans ce cas-là, je rajoute un groupe by pour ceux qui sont un peu familiers de SQL. Et puis ça va suffire. Voilà les 5 années. Donc j'ai un fichier qui a quand même, alors je ne sais plus combien il y avait d'observations, en tout cas c'est 36 000 fois 5, 150 000 et plus, que je requête directement sur le web avec la rapidité que vous pouvez constater. Alors, on est limité dans ces shells-là par, vous le voyez, l'édition des commandes que l'on tape. Donc c'est quand même beaucoup plus pratique d'utiliser un petit éditeur. Donc, quatrième environnement que je vous présente, après Observable, le shell et le client, DuckDB. C'est un outil, Dbeaver, que j'apprécie beaucoup, qui est libre et gratuit, qui intègre DuckDB, bien évidemment, mais beaucoup plus de bases de données. On peut travailler avec Postgre, avec MySQL, donc c'est aussi intéressant pour ça. Là, je m'en sers pour une base de données DuckDB en mémoire. Je vais pouvoir continuer et progresser un petit peu dans... Alors, je vais reprendre mon from, je suis toujours sur le même fichier par commodité. Et je vais faire, cette fois-ci, un regroupement par région. Je somme toujours la population, je vais l'appeler pop. Je regroupe, je vais faire aussi un order by sur le code région. Et je lance. Donc évidemment, j'ai oublié un truc. J'ai tapé from et pas from. Là, ça devrait mieux se passer. Donc on voit en bas. Donc c'est beaucoup plus sympa dans un éditeur parce que on a une zone où on tape et on modifie. On peut évidemment sauvegarder ses scripts. Et en bas, on a une zone où on peut voir les résultats, les trier, les exporter, et les filtrer de façon plus sexy et agréable. Là, je vais un petit peu raffiner cela parce que bon, je suis content d'avoir mes codes région. J'aimerais avoir le total France. Il permet d'introduire des petits plus de DuckDB qui enrichit le SQL, vous connaissez sans doute déjà, par des fonctionnalités vraiment très sympas, notamment celle-ci qui va nous permettre d'avoir automatiquement ou presque un calcul de total ou de sous-totaux. Donc je mets de façon explicite la première variable de regroupement et derrière j'indique qu'en fait je regroupe sur tout. Alors, la petite différence que vous voyez apparaître en bas, c'est que j'ai un total qui s'est calculé en bas du résultat de la requête. Donc, pour que ce soit encore plus sympa, je vais intégrer le nom des régions, parce que j'ai que des codes. Donc, comment récupérer les noms des régions? Ce que je vais vous montrer au-delà de la technique, c'est aussi une démarche de construction d'une exploration de données, en allant voir sur le web les ressources pertinentes. Donc là, ce qu'il me faut, c'est le nom des régions par rapport à ces codes qui ne me parlent pas beaucoup. Je sais que l'API Géo propose de récupérer les libellés des communes, des départements et aussi des régions. Donc, je vais aller un petit peu fouiller là. Et en effet, là, bon, j'ai préparé un peu, hein, je fais semblant de découvrir. J'ai une API qui me renvoie du JSON, là, visiblement, donc qui ressemble à ça. Donc, je copie, je reviens dans mon Dbeaver, je mets juste un petit peu en dessous un petit essai de test de cette URL que je copie là. Donc là, je lis du JSON. Auparavant, vous l'avez noté, je pouvais directement mettre des URL. Comme j'avais un point parquet, DuckDB savait qu'il allait faire un fichier parquet, donc activer le read parquet qu'on pourrait préciser sinon. Là, il ne peut pas savoir que c'est un JSON, donc pour ça, je mets une fonction. Donc, j'ai un code et un nom, donc je vais faire en sorte, par un left join, d'intégrer. Dans ma requête, je vais mixer deux ressources web. Donc, comme c'est une jointure, je précise la condition de jointure, codereg égale code, et puis je vais intégrer le nom ici, et puis probablement ici aussi.
Voilà, c'est déjà beaucoup plus joli puisque j'ai le nom des régions, j'ai toujours mon total en bas. Et j'aimerais l'accès nul disparaisse. Donc, je vous montre une dernière façon très sympa de travailler avec le SQL moderne. Ouais, ça date de la norme de 99, mais l'instruction WIF n'est pas forcément très connue. Alors, j'ai moi-même découverte il y a en gros 2 mois, alors que je fais du SQL depuis 40 ans presque. Comme quoi, hein, DocDB, ça sert aussi à se mettre à la page. Donc là, ce que je fais, c'est que je définis un premier bloc de requête avec un WIF. Je lui donne un petit nom, popreg. C'est en gros une première table temporaire que j'ai calculée, que je vais pouvoir requêter maintenant. Donc je l'ai appelé popreg. Je vais faire un select de étoile. Replace. Ça fait partie des petits bonus de DocDB. Je vais remplacer le code reg. Donc si code reg est nul, je dis que c'est par exemple fr. Et puis on va essayer de faire pareil pour l'autre, surtout ça sera plus intéressant. Si non est nul, ça serait sympa qu'on voit France apparaître. Et je pense qu'il faut que je mette as codereg ici et as non ici. Et on va prier pour que ça marche. Yes. Vous voyez en bas FR France. Donc un exemple ici, 2 requêtes. Je trouve assez élégante pour ma part. Et pour terminer les petits trucs rigolos là, si je repasse dans le navigateur qui se trouve par ici, je reviens à mon shell DocDB. Donc la requête que j'ai construite là, je peux très bien la recopier dans le navigateur, l'exécuter, et j'ai le même résultat. Il y a une notion très sympa ici dans le shell DocDB, c'est qu'avec ce petit bouton-là, je génère une requête, enfin une URL qui en fait mémorise l'ensemble de la requête. Alors comme cette URL est un peu longue, je vais la raccourcir avec un tiny URL par exemple. Et j'ai un truc beaucoup plus court là. Et si je tape maintenant ce petit bout de requête, ce petit bout d'URL, vous allez voir apparaître la requête complète qui, à la fois, s'affiche et s'exécute. Donc, c'est sympa pour diffuser des petits exemples sur les réseaux sociaux ou dans des tutoriels. C'est dans les paramètres là, de l'URL, ça fait 2 km. Ça reprend tout le SQL qui est derrière. Je continue sur 2 démos et on va, dans pas très longtemps, passer dans Python et dans R. Je voulais vous montrer d'abord, celle-là, je ne la tape pas en direct parce qu'elle est un peu longue. Un exemple de requête spatiale sur un fichier beaucoup plus gros, parce que jusque-là, j'ai joué avec des petits fichiers de 1 méga, c'est vraiment pas beaucoup. On va s'attaquer à un fichier sirène national, France entière, au format géoparquet, donc qui est aussi un fichier géographique que j'ai préparé sur DataGouv. Donc je vais exécuter là les différentes étapes de ma requête. Je crée d'abord une vue, donc une vue c'est un alias, hein. J'ai pour le moment rien chargé. Ça m'évitera de me trimballer cette longue requête. Je peux tout de suite compter ce qu'il y a derrière. Donc là, j'attaque un fichier qui fait 1 giga et qui est en ligne. Donc ma première requête, vous avez vu que l'exécution est immédiate de ce fichier de 1 giga en ligne, m'affiche 15 millions d'enregistrements. Je vais m'intéresser, donc c'est un petit jeu, ici on est chez Étincelle Coworking, qui est un magnifique endroit, mais il y a 3 Étincelles Coworking à Toulouse, hein, c'est quasiment une entreprise internationale, une succursale. Ces 3 établissements à Toulouse, grâce au code sirène d'Étincelle, je peux les récupérer. Donc j'interroge sirène nationale. Bon, je filtre sur Toulouse, ça me fait gagner du temps. Vous avez vu que ça a pris à peine 2 secondes. Et je précise un code sirène. Résultat, j'ai 3 établissements. Le nôtre, c'est celui de la rue d'Alsace-Lorraine. Il y en a 2 autres à Toulouse. Je vais m'intéresser, imaginons qu'Étincelle Coworking, à notre collègue, va y faire un petit mailing auprès des établissements qui sont juste autour de chez lui. Ces différentes implantations, étant à moins de 100 mètres, à moins de 50 mètres.
là, dans le couloir, quand vous êtes monté. Ce qu'on appelle une requête spatiale, qui suit derrière. Donc, je charge juste l'extension spatiale, j'exécute la requête. Elle est un peu plus complexe. Et en gros, son fonctionnement, oui, elle a pris 3 secondes. J'interroge toujours mon sirène national. Je le confronte aux 3 établissements étincelles. Dans les 2, j'ai des coordonnées géographiques, des points GPS, à la fois de tous les établissements de France et les 3 d'étincelles. Et donc, ma condition de rapprochement, c'est qu'une distance que je calcule là, bon, j'ai des reprojections, un calcul de distance qu'on voit ici, que cette distance soit inférieure à 100 mètres. Donc, je peux raisonner en mètres parce que j'ai reprojeté en Lambert 93, je dis ça pour les géomaticiens. Résultat, j'ai pour les moins de 100 mètres, en fait j'en ai beaucoup, on ne le voit pas en bas, je crois qu'on est plus de 1000. Donc j'ai juste un petit peu réduire à moins de 50 mètres. Là j'en ai de mémoire 183. J'ai fait un petit appariement parce que dans mon sirène, j'ai des codes d'activité qui ne sont pas très parlants. Donc j'ai récupéré la nomenclature de la NAF par appariement avec un fichier là encore en ligne. Les petites options sympas dans Debeaver, c'est que je peux, sans continuer en SQL, faire des petites analyses sur mon petit jeu de données, comme par exemple un regroupement sur les activités. Je peux voir que autour de chez nous, là, d'Étincelles aussi ailleurs à Toulouse, on a beaucoup de cabinets d'avocats, de cabinets de conseil en affaires. On a aussi beaucoup de SCI ou de gens qui gèrent des biens immobiliers. Voilà, c'est ce qui domine avant d'arriver à la restauration. Et plus spectaculaire encore, c'est qu'on va essayer de voir à quoi ressemblent, géographiquement sur une carte, nos établissements. Bon, je suis obligé de faire une petite manip pour que ça marche, mais on devrait y arriver. Parce que Debeaver n'est pas encore complètement tac, j'ai clac. Et vous allez voir juste à droite apparaître tous les établissements. Alors, il faudrait que je masque un peu ce truc-là. Tous les établissements d'étincelles. On voit cette espèce de truc à Toulouse. Alors, on peut même l'afficher sur une. Il faudrait que je puisse décaler ce truc-là. Mais je ne vais pas pouvoir. Allez. Je peux afficher ma carte. Alors, je suis dans Debeaver. J'ai vraiment un petit logiciel SIG, sans avoir m'embêter avec QGIS ou des choses plus lourdes, qui me permet de visualiser. On voit bien que je suis à 50 mètres autour de ces 3-là. Et si je reviens dans Debeaver, donc logiciel gratuit, qui est vraiment tout petit, facile à installer, je peux même m'amuser, si je voulais juste m'intéresser aux 2 établissements d'étincelle coworking qui sont tout près là, à faire une sélection spatiale, comme vous pouvez le voir là. Bon, je ne vais pas plus loin dans cette petite démo, mais qui est connexe avec l'idée qu'on a affaire à des outils très légers, gratuits, qui se chargent quasi instantanément, qui ne demandent pas beaucoup d'efforts. Allez, dernière petite démo sur des données météo. Je reviens à ce que j'ai montré à partir du travail d'Alain tout à l'heure. Et c'est aussi l'occasion de saluer tout le travail d'open data que la plateforme DataGouv mène. Et sur DataGouv, j'y reviens, on a depuis la fin de l'année des données de Météo France, donc il faut saluer Météo France aussi, en open data extrêmement détaillées. Je choisis ici des données départementales. On voit qu'elles sont divisées par plage de temps, donc on va essayer de regarder ce qui est récent. Et puis ce qui concerne notre département, là c'est le 01, mais je vais récupérer une forme de fichier. On ne le voit pas d'ici, mais ce sont des csv.gz. Je vais copier. Et je reviens dans Debeaver. Donc cette fois-ci, j'ai affaire à un csv.gz. Ce qui est sympa, c'est que DuckDB le lit toujours. Alors là, la différence, c'est qu'un CSV.gz, on est obligé de le charger en entier. Ce n'est pas comme un format parquet, on peut juste lire une petite partie. Là, il faut tout prendre, donc je vais, pour éviter de faire des transferts Internet sans arrêt, créer une petite table, qui est en fait une table en mémoire,
que je vais appeler météo 31. Donc, pour que ce soit bien du 31, je mets là le code département qui va bien. Create table as from, donc qu'est-ce qui me manque? C'est pas deux points, c'est un point virgule, excusez-moi. Donc là, je crois que j'ai plus 5 mégas de fichiers qui se chargent. On peut voir ce qu'il y a dans ce météo 31. Donc il y a tout un tas de variables. Il y a des stations météo ici, c'est non usuel. Il y a, bon, position GPS de la station, l'altitude, une espèce de champ date, qui est en fait un champ horaire. Toutes les heures, on a des relevés météo, c'est vachement intéressant. Puis après, là, on a des précipitations, bon, je les connais, il y a une variable T qui donne la température, on peut regarder ça. Qu'est-ce qu'on a comme station dans le 31? Pour le savoir. Alors moi, ce que j'adore avec SQL, bon, j'en ai fait quand j'étais jeune, mais j'ai pas besoin d'aller voir la doc pour vraiment trouver réponse à mes questions. C'est des choses que j'ai mémorisées assez vite et que beaucoup de gens connaissent. Donc, bah, alors j'ai du Toulouse-Blagnac, j'ai du Toulouse-Francazal aussi, donc il faut que je fasse un petit peu gaffe si je veux m'intéresser à la météo à Toulouse, mais c'est pas grave. Donc, from météo 31, je vais m'intéresser à le nom de la station, altitude, le champ date, donc, dont je me souviens, il y avait 4A, il y avait MM, DD, HH. LT, je l'ai déjà. On va prendre T, qui est la température. Et on va demander à ne regarder que... Alors, plutôt que de taper, parce que j'ai oublié comment c'était, on va faire un like avec une instruction que vous devez connaître, avec un petit pourcent que je vais mettre aussi avant, qui me permet de chercher en fait dans la chaîne. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié? Vous allez me corriger. E-like, Franc Météo, pardon. C'est JJH, je crois, pas DDH. Bien, merci pour ceux qui suivent. Voilà. Et c'est bien, il paraît que quand on tape du code, il faut justement qu'il y ait des erreurs. Et merci pour l'aspect collaboratif de cette affaire. Donc, je vais terminer là-dessus pour aussi vous montrer, puisque la gestion des dates, c'est une galère, de façon générale, quand on fait de la bagarre de données, du data wrangling, comme on dit en toulousain. Et là encore, il y a des choses vraiment assez sympas. Bon, je laisse les gens regarder le chat pour. Je vois qu'il y a des questions qui sont posées. La doc DuckDB est vraiment super bien faite. Il y a des gens là qui ont. Donc, si je cherche comment je vais pouvoir parser cette date, allez, je fais un petit coup de Google. Date format, ça ne doit pas être mal. Les string ptime, bah ça c'est très bien, à partir d'une valeur là, un petit peu, qui n'est pas une vraie date. Je vais utiliser un masque pour convertir mon truc. Donc si je mets un string ptime ici, et le bon masque, donc on va faire % grand Y, %, après c'est des moins. Bon, j'ai révisé pour être sûr que ça marchait. On va lui donner un petit nom sympa. Et là, vous voyez, ça a marché. J'ai bien, via la petite icône montre, un champ date. Ça, c'est super utile parce qu'à partir de là, je vais pouvoir faire des requêtes du genre, si, comme il s'agit là de tous les relevés depuis début 2023, j'en ai vraiment beaucoup. J'aimerais faire un petit graphique, on est à Toulouse DataVis. Donc, je précise ma condition. Station de Toulouse et par exemple, horaire. On va prendre les 10 derniers jours. Supérieur à, alors pour avoir la date d'aujourd'hui, c'est le mot-clé current date en SQL. Et en SQL, je peux taper moins intervalle d'IDS, par exemple. Et là, j'ai dû réduire ma requête. On ne voit pas le nombre d'enregistrements, mais à moins. Et à partir de là, si je sélectionne les deux colonnes qui sont là, avec dbeaver, je fais aussi la pub de dbeaver, je peux faire des copier-coller, alors uniquement les colonnes sélectionnées. Copy to clipboard, c'est très bien.
Je reviens dans le web, j'ai passé à Data Wrapper. Moi, je travaille beaucoup comme ça, hein, par des petites opérations rapides et des copier-coller. Ce qui est super, c'est que dès lors que j'ai un champ date correctement constitué, Data Wrapper va aussi le reconnaître comme un champ date. Et par voie de conséquence, sans le moindre effort, me composer un magnifique graphique avec un axe des X qui est bien un champ date, donc qui est correctement libellé, légendé. Et je suis très content de vérifier ce qu'était l'évolution de la température à Toulouse. On a eu un peu de négatif et des températures anormalement chaudes. Allez, je poursuis avec, c'est pas terminé, avec, il faut que j'arrive à, il faut que je lutte contre cette petite barre qui est en bas, la clignote. Non, mais je vais pas me laisser faire. Donc, pendant que je suis dans le navigateur, on va revenir ici en espérant que j'ai gardé. Je vais vous montrer ce qui se passe dans R, puisque beaucoup de gens travaillent dans R, dans Python, et se demandent comment faire pour valoriser DuckDB. Donc là, j'ai écrit un petit document Quarto, plutôt que, donc pour vous montrer qu'on peut le faire en Quarto. Donc Quarto permet de mixer du texte, faire de la programmation littérale, donc commenter, mixer des bouts de code. Alors je vais exécuter là mon petit document Quarto. On va plutôt regarder le résultat, ce sera plus sympa, mais on va voir que ça s'exécute rapidement. Donc comment on fait dans R? Tous ces documents, vous pourrez en bénéficier par la suite de la présentation. Donc on a juste à convoquer la librairie DuckDB, qu'on aura installée avant. On se connecte à une base de données DuckDB en mémoire. Là, j'ai précisé, parce que pour le coup, j'ai voulu généraliser un petit peu ma requête précédente. Donc, je crée 3 paramètres, le département, le petit nom de la station, en tout cas un morceau du nom, et puis le laps de temps, donc les 10 ou 20 derniers jours. Donc en SQL, on peut, et avec DuckDB, créer ce qu'on appelle une procédure qui prend des paramètres, les 3 qu'on a vus en haut. C'est ce qui s'est passé là, donc je passe ensuite par un db-get-query, en fait j'exécute la procédure. Ici c'est du pur SQL, et j'ai en suivant un aperçu des résultats. Donc là je suis désormais en Ariège. Aston, c'est une station, je suis un peu en altitude. On le voit, là je suis à 1800 mètres. Avec ggplot2, je peux faire, comme d'habitude, un graphique très moche. Et en utilisant une librairie plus adaptée, comme Observable Plot, je peux générer un très joli graphique en pas trop de lignes, avec un joli axe temporel, puisque là encore, j'ai pu travailler avec une date correctement gérée. En Python, c'est à peu près la même démarche. Là, je vais passer à... moi, je travaille avec Visual Studio, et je varie les environnements. J'ai préparé un petit notebook Jupyter. Là, on va le regarder. J'ai pris un autre bled en Ariège. C'est encore une station d'altitude. Porte d'Ola. Je vais en faire un Renault pour voir comment il s'exécute, mais c'est exactement la même logique qu'avec R et Quarto. J'importe DuckDB en Panda pour faire la conversion vers Panda et je gère en SQL une procédure paramétrée qui s'exécute et puis je vais faire un graphique. Alors, ce n'est pas les mêmes librairies. Matplotlib si on tient un graphique moche. Et si on aime les jolis graphiques, moi j'aime bien Vegalite, donc ça s'appelle Altair en Python, et ça permet de faire là encore de très jolies choses, avec un bel axe ici temporel et aussi un joli axe vertical. Donc j'en arrête avec les démos et le code. Je reviens à mon diaporama pour terminer. Donc j'aborde la deuxième partie de ma présentation. J'espère ne pas avoir trop. Donc je résume juste ce que je vous ai montré là. Je peux me relever un petit peu, ce sera plus sympa. Donc je vous ai montré qu'on pouvait utiliser DuckDB dans plein d'environnements avec, pour commencer, évidemment, dans le navigateur, une facilité extraordinaire. Le shell, alors il a quelques limites, ce shell, j'y reviendrai peut-être à la fin. Il va un peu moins vite que le client ou que ce qu'on peut faire dans Python ou dans R ou dans Dbeaver. C'est les limites du WASM, en fait, qui n'est pas multithread, qui est un petit peu contraint, mais on peut faire quand même beaucoup de choses.
On peut dans Observable, donc c'était ma toute première démo, et c'est aussi du DuckDB Wasm qui est intégré dans Observable, travailler, avec en plus des assistants visuels vraiment sympas. Je vous ai montré ce qu'on appelle le client DuckDB, ce petit exécutable de 25 mégas qui vous permet de travailler hors ligne et aussi d'optimiser pas mal les choses. On peut éditer un plan de requête, comprendre un peu ce qui se passe quand on s'intéresse à la façon dont la requête se déploie. Je vous ai montré dans Dbeaver comment écrire du code, l'éditer facilement. Évidemment, on peut sauvegarder ce qu'on fait, avoir une visualisation sympa, y compris sous forme de carte, des exports en CSV ou par copier-coller très facile. Et puis, on a vu dans R comment on pouvait travailler en SQL. Alors, je vous signale aussi que si vous ne voulez pas travailler en SQL, vous pouvez travailler en dplyr, c'est-à-dire en programmation data frame chaînée classique. C'est DB, enfin, oui, on voit dplyr là, qui se charge de traduire en SQL les instructions du bas. Donc, on a la même rapidité. En Python, on a un peu la même logique. Soit on fait du SQL, soit on peut convoquer une API Python, ici vers Polars, qui est chaînée en bas et qui, évidemment, produira le même résultat. Je vous ai montré une démo sur les données de Météo France et aussi sur Sirène. Je passe à la deuxième partie, mais j'ai déjà fait la première moitié, je vous rassure. Je ne sais pas du tout où j'en suis dans l'horaire, mais vous me direz si... J'explose. Donc là, je vais être un peu plus théorique pour vous expliquer comment on arrive à cette excellence et qu'est-ce que ça induit aussi comme façon de travailler. Pour nous, alors on peut être plus ou moins pro des bases de données ou plus ou moins novice. DuckDB parle un petit peu à tout le monde, c'est ça l'avantage. On demande juste de connaître un peu de SQL ou d'être prêt à vous refamiliariser. Vous familiariser avec ce langage qui fête ses 50 ans cette année, hein, quand même, mais qui tient bien la route. Et la dernière version du SQL, c'est 2023. C'est une norme ANSI. Alors à gauche, vous avez le fonctionnement classique d'une base de données. On a une base, on importe dedans des tables, des CSV, des Excel, des parquets si on veut, pourquoi pas des data frames qui viennent de bases de données, Snowflake, BigQuery, etc. Et on fait du SQL sur cette base, voire dans cette base, ce qu'on fait dans Postgre. On est dans Postgre, on fait du SQL à l'intérieur. Ça, c'est le schéma classique. Je suppose un serveur qu'on a installé, qu'on a configuré. Donc évidemment, il y a des coûts d'espace d'installation. Installer un serveur Postgre, je le fais à chaque fois, je change d'ordinateur, comme je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Je sais ce que ça représente. Ça prend du temps. Avec DuckDB, bon, ce n'est pas le seul produit qui nous invite à raisonner autrement. On a la base de données, c'est l'univers Open Data, en fait, de tous ces fichiers parquets CSV, CSV-GZ, JSON, que vous allez trouver déjà en France, pour ce qui nous intéresse, et aussi ailleurs. Et vous les prenez là où ils sont. Et votre moteur SQL, il est sur votre ordi, voire dans votre téléphone, ou sur votre tablette, ce qu'on appelle la séparation du stockage et du lieu d'exécution. Donc ça donne beaucoup plus de souplesse, d'économie en bande passante, et de décentralisation, voire d'agilité. C'est un modèle complémentaire, il ne s'agit pas de condamner le premier, mais un modèle vers lequel on va de plus en plus. DuckDB lit tout un tas de formats, je vous en ai donné un aperçu live, avec CSV, Parquet, JSON, mais il est aussi capable de lire dans Python et dans R, en fait, directement, sans copie, sans transformation, des data frames, Panda, Polars, dplyr, et même Arrow, en lisant directement les adresses mémoire, c'est-à-dire sans aucune opération de transformation. Comme si, ce qu'on appelle un fonctionnement in process. Et c'est l'une des forces de DuckDB. Plus largement, il peut aussi se connecter à de vraies bases de données. On les voit à gauche, en lecture comme en écriture. Vous pouvez très bien lire un fichier Parquet ou CSV avec DuckDB et l'importer dans une base Postgre en 3 lignes de code. C'est copy, from Parquet, to DB Postgre. Et, ça prend quelques secondes et ça va beaucoup plus vite qu'avec Postgre. Surtout, vous n'avez pas à faire de create table, définir tout le schéma des tables avant d'importer dedans.
Ça aussi, c'est vraiment génial. Et puis, on se connecte à toutes ces nouvelles formes de stockage sur le web. C'est cloud storage, stockage dans le nuage, parfois partitionné, donc en HTTPS bien sûr, mais aussi en S3, Amazon, ou en Google Cloud Storage, ou en Azure. Et c'est ce que les data scientists utilisent de plus en plus, notamment à l'INSEE. Alors, si vous êtes, et je pense que dans la salle c'est le cas, déjà des habitués, à travailler en R, en Python, et vous pouvez vous dire, moi je me débrouille parfaitement bien. En plus, avec Polars, avec les librairies Arrow, ça va beaucoup plus vite qu'avec Panda ou le dplyr classique. Donc, qu'est-ce que DuckDB peut m'apporter? Eh bien, il peut vous apporter de la vitesse, encore un peu plus, de la robustesse et de l'élégance. Alors ça, c'est ma propre expérience qui parle. De la vitesse, alors pour vous donner un ordre de grandeur, à mémoriser, un Pro, un MacBook Pro 2, c'est ça que tu as acheté? Oui. 2023. Ouais. Bon, 32 Go de RAM, mais c'est presque la base. Bon, c'est le portable le plus puissant qui existe aujourd'hui, à peu de choses près. Mais bon, en même temps, voilà, c'est 3000 euros, il est banal. Ordre de grandeur à retenir, 1 Go de CSV, c'est 1 seconde. 20 Go de CSV, c'est 20 secondes. Et donc, voilà, 5 minutes, c'est encore tolérable si on a vraiment un gros chargement à faire. Eh bien, en 5 minutes, vous chargez 360 Go. C'est des choses qui étaient totalement inimaginables dans R et même dans Python. Bon, le mien n'est pas aussi rapide, hein. Du coup, ça m'a foutu un coup au moral. La robustesse. Alors là, je vais prendre comme exemple un cours Python, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui est à l'INSEE, qui est enseignant aussi, qui a fait un cours Python Polar. Polar, c'est la nouvelle librairie en vogue, qui est une très très belle librairie aussi, avec un essai de chargement de la base permanente des équipements. C'est une grosse base. Et quand j'ai voulu rejouer le cours de ce collègue, eh bien, ça a planté assez rapidement. Avec ici un problème de séparateur. Pourtant, le cours, il n'est pas vieux, il a un an, je crois, mais manque de bol, Polars, c'est plus CEP, c'est séparateur qu'il faut écrire. Et puis, juste un peu plus loin, là, dans son cours, bon, j'ai corrigé séparateur, et puis j'ai recoincé sur group by. C'est écrit comme ça dans le cours, mais manque de bol, maintenant, il faut écrire comme ça. Ça, c'est typique des librairies de DataFrame. J'ai vécu ça avec R, dplyr, enfin bon, sans arrêt, ça change, parce que ce sont des librairies, certes modernes, mais qui ne sont pas standardisées. Donc, on le retrouve avec les semeurages. Je crois que le pire, c'est les pivots et les unpivots. Alors, vous avez du melt, du gazer, du spread, du fold, du unfold, du pivot, du unpivot, enfin, d'une librairie à l'autre. Ce ne sont jamais les mêmes termes, donc vous êtes obligé de vous rapporter à la doc pour pouvoir travailler avec SQL, qui est un standard depuis 50 ans. Vous n'avez pas ce problème. Robustesse et élégance aussi, ça va de pair. Toujours dans le même cours, on a là un exemple classique quand on fait de la stat en France sur des données géolocalisées. C'est de lire des codes départements et des codes communes. Donc en Polars, voilà comment il faut faire. Bon, déjà, il faut préciser le délimiteur point-virgule parce qu'on est en France. Sinon, Polars, il va coincer. Et puis, pour que les zéros là, des codes 01, 001 ne sautent pas, il faut expliquer à Polars ce qu'on a à faire à des colonnes de type caractère. C'est quand même assez lourdingue. Dans DuckDB, ben voilà comment on fait. On ne fait rien. On ne précise pas le délimiteur, il devine tout seul que c'est le point-virgule. Il a compris tout seul que les 01, 001, ben, c'était des champs caractères. Vous avouerez que c'est quand même appréciable. Dernier exemple que je prends, hein, j'aime beaucoup Polars, donc je ne veux pas donner l'impression que je m'acharne sur cette jolie librairie, mais là, il y a juste une somme de nombre d'équipements à faire. Vous voyez le truc assez infernal, là, pour qu'une somme d'entiers ne crache pas le programme, parce qu'on va se retrouver avec des big int, enfin, c'est vraiment des trucs niveau C++ que vous n'avez pas à connaître, et moi non plus. Mais pour que ça ne plante pas, bah, il faut écrire un truc super compliqué. Alors, il y a des PL points partout. En DuckDB, bah, c'est du SQL. Vous écrivez bah, select sum, et puis voilà. Vous avez le même chiffre.
Donc, la robustesse, l'élégance, en plus de la vitesse. Ce n'est pas qu'une histoire de vitesse dont on parle, c'est aussi une histoire de pas perdre du temps à lire des docs, à se prendre des murs dès que les API ont évolué, etc. C'est travailler beaucoup plus vite pour accéder aux données, parce que ce qui nous intéresse, c'est les données. Donc, DuckDB s'appuie sur un SQL qui est celui de PostgreSQL, quand même le standard aujourd'hui de l'univers des bases de données, qui est un SQL moderne, dernière révision en 2023. Mais DuckDB amène des plus dans ce SQL, qui sont des plus de simplification, pas des fonctions compliquées que moi j'apprécie beaucoup. Group by all, que vous m'avez déjà vu employer tout à l'heure, ce qui évite de préciser les colonnes sur lesquelles on regroupe, il devine tout seul, ce qui est avant un sum ou un count, donc c'est vraiment sympa. Sur Le les années, grouping c'était pas set, je vous terrible. l'ai montré, qui permet de calculer des totaux, des sous-totaux. Quand on doit faire ça dans R, c'est un petit peu la galère. Il faut utiliser Janitor, des trucs un peu spécialisés. Pouvoir accéder à un fichier distant via son URL, tout simplement. C'est génial. Pouvoir sélectionner toutes les colonnes, sauf quelques-unes. Ou remplacer, par exemple, mettre tout en minuscule avec un replace de toute une gamme de colonnes. Alors, toutes les colonnes, mais on peut aussi cibler certaines colonnes qui reposent sur un motif, qui ont par exemple pop dans leur nom. Sommer toutes les colonnes qui reposent sur un motif aussi. Ça, ce sont des choses qu'on aime bien faire dans R, dplyr, avec les select, start with, etc. Donc, on peut tout à fait retrouver ici. Et puis, quand vous calculez une colonne, un ratio, par exemple, en SQL, select, je ne sais pas, var1 sur var2, vous donnez un petit nom, PCT, vous pouvez réutiliser cette variable par la suite dans des where, dans des having, ce qu'on ne peut pas faire dans le SQL classique. Donc, c'est vraiment très pratique de pouvoir réutiliser des noms de colonnes. Je ne rentre pas dans le détail parce qu'on n'aura pas le temps, mais tout ça fait gagner énormément de temps et évite des plantages sans même qu'on s'en rende compte. Donc DuckDB, voilà, robustesse, élégance et aussi un SQL friendly, beaucoup plus amical. S'il est amical, c'est grâce à ces deux compères, Hannes Mühlhausen et Mark Rasdvelt. Hannes, il est allemand, Mark, il est hollandais. Ce sont deux chercheurs en base de données. Ils ont bossé au CWI, je vais y revenir juste après, à Amsterdam. Ce sont des chercheurs, ils ont écrit des papiers de recherche. Ils ont bossé notamment sur MoneyDB, une base de données orientée colonne, que je vais introduire après. Et DuckDB, leur enfant, donc, a démarré en 2018. Pourquoi Duck? Pourquoi ce canard? Bon, Hannes avait apparemment, il vit sur un bateau, il avait un canard comme animal de compagnie à l'époque. Et puis, ils ne se prennent pas trop au sérieux, ces gens-là, ce que j'apprécie bien. Et puis, il y a cette idée que le canard, il peut voler, il peut nager, il peut marcher, il est extrêmement résistant et résilient. Et il peut survivre à peu près à partir de n'importe quoi. Donc, le CWI, qu'est-ce que c'est? J'ai une planche bien dense. C'est l'INRIA néerlandais, c'est l'Institut national de recherche en informatique. C'est un centre d'excellence de niveau mondial, au sein duquel Python a été créé quand même, en 91. MoneyDB, c'est Martin Kersten qui l'a créé en 93, il est mort il y a 2 ans. C'est un peu l'inspirateur de tout ce qui suit. X100, ça date de 2005, c'est un papier extrêmement fameux. D'ailleurs, il a fêté ses 20 ans, qui a introduit le modèle des requêtes vectorisées. Je ne vais pas trop rentrer dans la technique, mais tous ces gens-là qui ont bossé ensemble, il y a aussi un groupe d'architectes de bases de données qui est très actif au sein du CWI, c'est ce foisonnement intellectuel a mené, dans le sillage de MoneyDB, à la création d'une version light, un peu comme SQLite, puis à DuckDB tout court, donc une base de données extrêmement légère, qu'on peut embarquer partout dans des téléphones, sur des appareils mobiles et sur tout type d'environnement. Donc, ce qui va m'amener à vous parler de ces formats orientés colonnes. Je commence à parler de base de données orientées colonnes. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà un exemple de table logique. Il y a 3 colonnes, toutes simples. Donc, physiquement, une table est classiquement
stocker en mettant des lignes bout à bout, sous ce format qui est là. Donc, c'est ce qu'on appelle un stockage en ligne. Ça, c'est pratique pour faire vivre une table, rajouter de nouveaux enregistrements. Il suffit de mettre à la fin un nouveau bloc, ou même pour supprimer des enregistrements, c'est assez facile. Donc l'alternative, c'est le stockage physique en colonne. Donc la colonne A, on va la prendre en entier, ou on va prendre une bonne partie de cette colonne, et puis on va mettre juste après la colonne B, puis la colonne C. L'avantage du stockage en colonne, il est double ou triple, c'est que ça se compresse bien mieux que le format en ligne, où on a des éléments hétérogènes qui se suivent. Là, on a des éléments de même nature, des entiers, des doubles, des dates, des caractères. Donc ça s'encode de façon très efficace, ça se comprime très très bien. Et si on est capable, via un dictionnaire, de situer où commencent les différentes colonnes, eh bien, les requêtes qui s'intéresseront à certaines colonnes seulement sauront, dans les fichiers, les localiser très vite et ne lire que la partie pertinente pour la requête. C'est toute la force des bases de données orientées de colonnes, force qui s'exprime surtout quand on a affaire à des bases en lecture seule, ce qui est le cas de figure de notre travail en général de statisticien ou de data scientist. On fait du travail analytique. Un fichier parquet, il a, parce que c'est un peu le fichier emblématique sur lequel on travaille aujourd'hui, il s'appuie sur cette structuration en colonnes, mais il est capable aussi, on voit des bouts de colonnes, d'organiser des groupes de lignes. Donc c'est à la fois des morceaux de colonnes, on dit des morceaux, c'est 1000 valeurs, hein, voire plus, mais des groupes de 100 000 lignes, par exemple. C'est pour ça qu'on s'appelle parquet, ça fait comme des lattes. Donc là, on a un exemple de géoparquet. On voit dans chaque petit bloc, là, on a des extraits de colonnes, donc des caractères, des nombres, des entiers, voire des champs géométriques, géographiques. Et un chunk, là, un column chunk, peut lui-même être subdivisé en pages. Ce qui est intéressant dans le format parquet, c'est que, bon, au-delà de cette structuration, tous ces blocs-là sont documentés par des petits dictionnaires, une espèce d'indexation très riche de ce fichier-là. Chaque regroupe documente quelles sont les colonnes qui sont dedans, quelles sont les valeurs minimales et maximales de chaque colonne. Et ça va aider les moteurs de requête à aller forer exactement au bon endroit du fichier en fonction des conditions de filtrage, notamment des requêtes. Donc, pour que les requêtes aillent très vite, on a vu que c'était le cas avec DocDB, il y a deux grandes méthodes. Le principe général, c'est que dans des gros fichiers, on ne va extraire que la partie pertinente pour la requête. On ne va pas tout charger en mémoire et ensuite faire le travail de tamisage. On essaye de tamiser au plus vite. Donc la première méthode, c'est le partitionnement. Là, on a un exemple d'un fichier du recensement de l'INSEE. Et les données communales, bon, il est très gros en CSV, un peu moins gros en parquet, évidemment. Parquet, c'est un format compressé, vous avez compris. Et il y a des codes régions dedans. Donc le partitionnement, c'est remplacer un fichier de 400 mégas par, je ne sais pas, une petite vingtaine de fichiers dans les répertoires nommés d'après une colonne clé. Région, c'est une des colonnes. Il faut que les répertoires s'appellent comme ça. C'est une norme qu'on appelle Hive. Donc, grâce à cette disposition-là, que DocDB est capable de lire, avec le étoile étoile, et le mot-clé Hive partitioning. Mais si ma requête précise région égale 76, qui est l'Occitanie, eh bien ma partition ne sera pas lue en entier. Seul le répertoire et le fichier qui correspond sera chargé en mémoire. Donc j'économise évidemment énormément de bandes passantes. Ça, c'est la première grande méthode. Deuxième grande méthode, c'est, on regarde juste un fichier parquet, hein, chacun des regroupes que je vous ai montré tout à l'heure, intègre des stats. Donc là, j'ai un exemple vraiment très simplifié où j'ai trois regroupes. Je cherche à lire dans une table avec la condition x égale 5. Comme mes regroupes ont l'info de la valeur min et max, bah, je sais par exemple que le troisième ne peut pas répondre à ma condition de requête. Donc je vais le sauter carrément, je ne vais pas le lire.
Donc, il y a cette capacité à aller forer au plus près de ce qui est pertinent avant de faire l'écrémage final. Donc, on parle dans le langage de l'algèbre relationnelle de filter pushdown, si vous voyez ça dans les papiers un peu spécialisés. C'est cette idée-là que je suis en train de vous expliquer là. Donc, je choisis les colonnes, grâce aux formes orientées colonnes, c'est facile. Et grâce aux index qui dérivent de ces infos de métadonnées, ces petits dictionnaires qu'un fichier parquet en particulier sème un peu partout, on arrive à juste cerner, alors au plus près, hein, pas exactement, les zones les plus pertinentes. On en prend toujours trop par rapport à ce qu'au final on va récupérer, et déjà on élimine tout ce qui est en grisé. Donc un exemple, là je vais aller plus vite, mon sirène nationale 1 giga que je disais tout à l'heure, je veux juste une colonne, la colonne de géométrie. Je précise un filtre, c'est Toulouse. Et bien grâce à ces deux méthodes de filtrage, une seule colonne et une condition Toulouse qui va me permettre de ne lire que certains regroupes, parce qu'il se trouve que mon fichier sirène astucieusement est trié par code commune. C'est pour ça que ça marche. Donc là, la requête, en fait, web, c'est une dizaine, voire parfois une vingtaine de petites requêtes HTTP qui vont justement chercher ces infos de dictionnaire pour localiser les endroits où il faut forer. Donc certaines sont très courtes et d'autres vont vraiment extraire de la donnée. Là, ça va être le regroupe qui contient tout Toulouse. Et c'est juste 1 méga. Enfin, en définitive, je crois qu'on charge 5 mégas pour extraire en fait les 3 étincelles coworking de tout à l'heure. 5 mégas ont transité par le web sur un fichier de 1 giga. Vous voyez l'efficacité de ces filters pushdown. On a au plus tôt extrait. Bon, après, j'ai 3 établissements étincelles sur plusieurs dizaines de milliers à Toulouse, mais j'ai quand même déjà beaucoup économisé. Donc si je vous dis ça aussi, c'est que préparer un fichier parquet, ça demande un petit peu de finesse, l'ordre de tri en particulier. Si vous êtes amené à faire ça, je pense que vous serez amené à le faire. Et quand on sait comment un fichier parquet ou géoparquet a été trié, il y a aussi un peu de finesse dans l'écriture des critères de filtrage et l'ordre dans lequel on va les inscrire. La première écriture est la plus efficace, elle met en premier, en gros, le champ clé, qui est le champ de tri. Et on n'a que 5 mégas qui ont été chargés. Si par inadvertance, je l'avais écrit comme en bas, eh on est moins efficace. On charge 20 mégas. On profite moins là, de cette capacité à localiser le bon regroupe. Donc c'est important de savoir, quand on attaque un fichier géoparquet ou parquet, comment il a été trié, pour ensuite construire ses requêtes. Donc, ce qu'on est en train de voir là, c'est parce que ce qui se passe, c'est que, bon, je ne vais pas revenir en arrière, mais avec HTTP, on est capable de lire une plage dans un énorme fichier, ce qu'on appelle des range requests en anglais. Et ça n'a rien de nouveau, c'est la façon dont une vidéo est lue. Donc, vous allez sur le web, téléchargez pas toute la vidéo avant de pouvoir commencer à la regarder. Votre navigateur, il envoie, il demande par exemple des bytes entre la plage qui commence à 1000 par rapport au début du fichier jusqu'à 3000. Vous avez peut-être 20 secondes de vidéo, et pendant que vous regardez ces 20 secondes, il charge la plage suivante, ce qu'on appelle du stream, quoi. C'est fichier streamé. Ça existe déjà depuis plus de 10 ans. C'est exactement le même mécanisme qu'on implémente ici. Et le monde SIG met ça en œuvre déjà depuis quelques temps, et plutôt en avance de ce point de vue-là, avec des formats comme le flat GeoBuff qu'on voit à l'œuvre ici, ou le COJ. Bon, je ne rentre pas dans les détails, les géomaticiens connaissent mieux. Et dans tous les cas là, on est capable de lire un fichier unique qui peut être très très gros, plusieurs gigas, plusieurs dizaines de gigas, mais c'est juste un fichier, et qu'on va attaquer via des range requests sur des petites plages. En fonction du déplacement, là, par exemple, qu'opère l'usager, on va charger à la volée, donc sous forme streamée, uniquement des portions de fichiers. Donc c'est bon ce modèle-là que je cherche à inscrire dans votre tête. Et quand on lit un fichier parquet, c'est finalement un peu la même démarche que l'on emploie. On va extraire des petits bouts comme ça. C'est du stream. J'aime bien cette citation, une
carte, en tout cas traitée de cette façon-là, en flat GeoBuff, c'est en fait juste une vidéo qu'on parcourt. Allez, j'en arrive à ma conclusion sur les limites et puis les perspectives qu'ouvre DuckDB. Bon, il y a quand même des limites. Je vais terminer par les perspectives et les bénéfices. SQL, bon, c'est sympa, mais ça n'est pas encore aussi élaboré que des librairies comme MultiPlayer, qui sont vraiment extrêmement fournies, qui permettent de nettoyer les fichiers, de renommer des colonnes dynamiquement, bon, ce que le SQL et DuckDB ne sait pas encore faire, mais je ne doute pas qu'ils s'y attaquent bientôt, ils en sont conscients. Un outil comme DuckDB, c'est surtout fait pour attaquer des fichiers en lecture seule, ce qu'on appelle OLAP. Ce n'est pas fait pour gérer des transactions, des écritures, comme quand on réserve des billets d'avion. Évidemment, on est là dans le domaine d'un moteur de requête, donc on ne fait pas de data viz avec DuckDB. On ne fait pas non plus de modélisation. On fait simplement de la lecture, des filtres, des tris, des agrégations, des jointures. Le support spatial, c'est un gros atout de DuckDB par rapport à ses concurrents, mais il est encore à améliorer, notamment avec l'intégration d'un véritable index, comme on l'a dans PostGIS, un index spatial, qui accélérera encore les requêtes. Mais je connais un peu le gars qui travaille là-dessus, c'est un Suédois, donc ça prend très très bonne tournure de ce point de vue-là. Le format GeoParquet que l'OGC, donc l'organisme international qui normalise un peu tout ça, a inscrit sous la forme d'un groupe de travail. Donc GeoParquet, on est à sa version 1.0 et s'enrichit aussi de ce point de vue. Les concurrents de DuckDB, il y en a, Polars et ClickHouse en particulier, qui sont deux librairies. Alors ClickHouse, on peut s'en servir aussi à l'extérieur, pas que dans Python. Polars, c'est plutôt dans le monde Python, qui sont extrêmement rapides et qui s'appuient sur les mêmes principes, orienté colonne, recopie zéro des données, parallélisation des processus. Je ne rentre pas trop dans le détail, mais ce sont les mêmes idées modernes qui sont à l'œuvre. Donc, si on compare DuckDB à une croissance rapide, mais Polars encore plus, bien qu'il ait démarré après. Polars, c'est 2021. ClickHouse a démarré avant, mais déjà ClickHouse, c'est russe. Polars, c'est néerlandais aussi. Donc, à Amsterdam, vous avez c'est The Place to Be, un lieu d'excellence extraordinaire. Tout ça, c'est européen. Bon, il se tire un peu la bourre, là, mais moi, ce que j'aime beaucoup dans DuckDB, c'est déjà qu'il est très rapide. Alors, il y a des benchmarks qui le mettent en tête ou quasiment en tête, y compris sur des très gros fichiers. Ce que je vais vous montrer là aussi, c'est qu'il y a vraiment un gap entre tous ces moteurs orientés colonnes qu'on voit là, ClickHouse, DuckDB, Snowflake, MoneyDB. Tout ça, c'est des bases de données orientées colonnes. Et vous voyez là, les vieilles bases de données à la papa, y compris Postgre, MySQL, etc. On a des temps d'exécution, c'est du x10 ou du x20. On est vraiment dans un autre monde. On peut dire à l'inverse. Cette nouvelle base, là, on divise les temps par 10 ou par 20. On est vraiment sur une autre planète. Mais la rapidité, ça n'est pas le facteur essentiel. C'est sur ça que je voudrais conclure. Ce que j'aime dans DuckDB, j'ai aucun intérêt et ni parti pris vis-à-vis de ces gens-là, je ne les connais pas personnellement, mais c'est que ce sont des chercheurs chevronnés, là, les deux dont je vous ai parlé, voilà, ils ont la quarantaine, la trentaine, qui ont pris le temps de construire leur affaire, déjà en tant que fonctionnaires au sein de cette INRIA néerlandais. Bon, depuis, ils ont créé une boîte qui s'appelle DuckDB Labs. Ils ont fait un énorme travail de documentation. Ils ont fait ce travail d'un SQL plus amical encore. Ils sont parmi les rares à proposer sous Windows quelque chose qui marche, ce qui m'arrange, vu que je travaille sous Windows, alors que ClickHouse, la plupart des concurrents, ils privilégient vraiment les environnements Linux et Mac. Ils ne vont pas au-delà. Ils le disent eux-mêmes, Annès et Marc, ils cherchent à ouvrir, à démocratiser l'usage de ces moteurs analytiques et donc, en définitive, à ouvrir l'accès à la donnée au plus grand nombre. C'est vraiment ce qui les anime.
juste de faire de la tech et de se tirer la bourre sur des benchmarks et des concours de rapidité. Donc ils prennent leur temps, ils soignent la doc, ils sont présents sur Discord, sur leur GitHub, ils répondent. J'ai passé une somme d'idées et plusieurs ont été adoptées, donc je suis content. Ils écoutent. Donc ça se lance partout, vous avez vu, ça s'installe sans aucun problème, il n'y a pas la galère des mises à jour de librairies, des incompatibilités auxquelles on se heurte sans arrêt. C'est évidemment open source. En licence MIT, donc ça peut se réutiliser dans un logiciel même commercial. Ça s'appuie sur du SQL, donc ça fait 50 ans qu'il existe. On peut imaginer qu'il sera encore là quelques dizaines d'années, un SQL même amical. Il y a de l'analyse spatiale, il n'y a quand même pas beaucoup de bases de données qui s'y sont frottées jusqu'à présent. Et puis ça lit tous les formats ou presque. Ça, c'est vraiment dingue, y compris en direct sur le web. Et tout ça grâce à votre ordinateur. Donc, autonomie plus plus. Les ordinateurs d'aujourd'hui sont tout à fait capables d'attaquer des gros fichiers. Donc, il y a une V1 qui devrait arriver cette année, avec un format de base stabilisé. Bon, voilà, un enjeu de robustesse et de perf encore amélioré. Et ma conclusion, c'est que, au-delà de la technique, et je peux vous assurer que depuis que j'utilise DuckDB, j'ai découvert des tas de sources open data. Parce que dès que j'avais une URL sous la main, je fais copier-coller, from, paf, j'ai tout de suite un résultat. Et donc j'ai découvert la base adresse nationale, des données de tourisme avec Alain, des données de météo. Dire la moindre base sur DataGouv, avec DuckDB, je peux m'en faire un aperçu très rapidement, faire des jointures, faire un petit graphique par copier-coller avec DataWrapper. C'est vraiment sous cet angle que ça m'intéresse, pas sous l'angle de faire du SQL de pointe. C'est permettre, je crois, à un large nombre de gens que le SQL ne va pas rebuter, en tout cas nettement moins que travailler en Python ou en R, de triturer la donnée, d'apprendre des choses et de partager les choses. Voilà ce que je voulais, sous forme de témoignage, sans non plus accabler les autres, mais vous présenter, espérant n'avoir pas trop débordé, mais je crains que oui. Merci pour votre patience. S'il y a des questions,